Est-ce que vous imaginez vraiment que la Cour européenne des droits de l'homme donne raison à Georgescu, ça veut dire à un candidat qualifié de pro-russe, pour lui permettre de revenir en selle, pour se présenter aux élections du mois de mai et faire courir le risque à l'Union européenne d'avoir un chef d'État pro-russe à partir du mois de juin. C'est absolument impossible. Donc, il y a parfois des impératifs politiques stratégiques qui priment complètement le respect strict de la lettre. Gardons notre sang-froid et faisons appliquer nos lois en Europe lorsque celles-ci risquent d'être circonvenues et qu'elles peuvent, et si on ne les applique pas, conduire effectivement à des interférences. On l'a fait en Roumanie, il faudra évidemment le faire si c'est nécessaire en Allemagne. Now, I was struck that a former European commissioner went on television recently and sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. He warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany too. Bienvenue dans ce nouvel entretien du mois. Ce jeudi 6 mars, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté le recours du candidat à la présidentielle roumaine qui était pourtant arrivé en tête, mais dont le premier tour a été annulé. Il s'agit de Călin Georgescu. Gregor Pupink, on a beaucoup entendu parler donc de l'annulation de cette élection. On a aussi entendu parler d'arrestation, de condamnation. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ces dernières semaines en Roumanie ? Alors, c'est très important de regarder ce qui se passe en Roumanie parce que c'est un exemple d'annulation d'élections judiciaires sans motif vraiment convaincant, à tel point que le vice-président américain l'a fortement critiqué, mais pour des raisons politiques. Il y a en Roumanie d'abord des élections présidentielles depuis le mois de novembre. Fin novembre, un premier tour a eu lieu. Et le candidat nationaliste, pro-russe, conservateur, est arrivé en tête. Et surtout, il a fait perdre, on va dire, il a écarté de la course le candidat favori, qui est l'ancien Premier ministre, Parti socialiste démocrate. Donc, la vision, on va dire, qu'on attendait depuis Bruxelles, depuis les grandes capitales européennes, c'était une élection présidentielle en Roumanie, avec l'espoir que le Premier ministre social-démocrate accède à la présidence, pour que la Roumanie, bien sûr, puisse participer à l'effort global de l'Union européenne dans le nouveau contexte de crise géopolitique que nous connaissons face à la Russie et concernant en particulier l'Ukraine. Or, surprise, c'est le candidat inattendu, pro-russe, que l'on dit comme pro-russe, qui arrive en tête et qui élimine le socialiste. Le favori de Bruxelles. Voilà, c'est ça. Et donc, que s'est-il passé ? La Cour constitutionnelle de Roumanie a annulé tout simplement le premier tour, au motif qu'il y aurait eu une ingérence russe, mais sur certains réseaux sociaux. Donc là, c'est là où on peut déjà avoir un étonnement, c'est que cette ingérence observée, elle se serait limitée à pousser, on va dire, la candidature de ce monsieur Georgescu sur TikTok. Donc déjà, c'est pas grand-chose finalement TikTok, parce qu'on peut penser à Twitter aux États-Unis. L'influence de M. Musk sur Twitter et dans le contexte des élections américaines était aussi certainement considérable. Et donc c'est en raison d'une montée brutale du nombre de connexions, du nombre de diffusions des messages relatifs à Georgescu que les élections ont été annulées initialement par la Cour constitutionnelle roumaine. Et donc ce monsieur, Călin Georgescu, a fait un premier recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, et là maintenant c'est un deuxième qui vient d'être rejeté. Qu'a dit la Cour, comment s'est positionnée la Cour européenne des droits de l'homme sur cette élection ? Oui, en fait, il a bien sûr contesté, d'autant plus qu'il n'est pas forcément responsable, lui, peut-être que la Russie a effectivement soutenu sa candidature en finançant du trafic sur TikTok, mais ce n'est pas M. Georgescu qui est forcément responsable de cela. Si un pays tiers vous soutient, vous n'êtes pas forcément, on va dire, complice de ce pays tiers. Donc il a d'abord bien sûr contesté, il a saisi une première fois la Cour européenne pour demander la prise de mesures provisoires, ça veut dire il a demandé à la Cour de Strasbourg de suspendre en fait les procédures contre lui et la décision de la Cour constitutionnelle, au motif que c'était une atteinte à ses droits, et puis en particulier aux droits du peuple, aux élections libres. La Cour, de façon quand même assez juste, a écarté cette demande parce que, généralement, elle n'accorde des mesures provisoires que
lorsque la vie d'une personne est menacée par une décision à venir. Là, effectivement, la Cour n'a jamais, à ma connaissance, adopté de mesures provisoires en matière d'élection, donc elle a écarté, mais elle a quand même été saisie au fond. C'est-à-dire sur le sujet lui-même, est-ce que, oui ou non, les droits de ce candidat, Georgescu, arrivé en tête, ont été violés parce qu'il y a dans la Convention européenne des droits de l'homme une disposition qui garantit le droit à des élections libres. C'est une disposition qui a été adoptée dès le début, discutée très tôt dans la rédaction de la Convention européenne des droits de l'homme, dans le contexte d'après-guerre, dans le contexte de la Russie soviétique, où bien sûr il n'y avait pas d'élection libre, et il était très important pour les États européens d'affirmer, de garantir le droit à des élections libres. Et justement, c'est un petit peu l'interprétation ou le cœur de la décision de la CEDH. C'est l'article 3 qui dispose que les hautes parties contractantes s'engagent à organiser à des intervalles raisonnables des élections libres au scrutin secret dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. Alors la Cour, là, dans sa décision, dit qu'en fait, c'était une élection présidentielle, donc c'est pas du législatif, donc elle n'est pas compétente. Voilà, donc en fait, la Cour il faut bien comprendre, a cherché le moyen, je pense, de ne pas donner raison à M. Georgescu. Et comment a-t-elle fait cela? Elle a observé que la disposition, donc l'article 3 du premier protocole à la Convention, garantit le droit aux élections libres, et à la fin de la phrase, dans le cas des élections législatives. Et donc, elle en a conclu que les élections présidentielles étaient exclues du champ d'application de cette disposition. Alors, on peut dire, c'est vraiment une interprétation extrêmement stricte du texte, qui sert, on va dire, certainement à un but politique plus général, mais qui va contre l'esprit de la disposition. Parce que la Cour a toujours l'habitude quand même de se référer aussi à l'esprit des dispositions et à donner une interprétation, une application large de la garantie des droits. Il est évident que dire qu'en Europe, le droit aux élections libres est garanti uniquement pour les députés, mais pas pour la présidentielle, n'a pas de sens. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est comme si, finalement, la Cour disait, oui, vous pouvez avoir des élections non libres, présidentielles, on ne dira rien. Oui. Donc là, en fait, en prenant cette décision, quand même, elle a évité de juger sur le fond. Ça veut dire qu'elle a simplement regardé la recevabilité, en disant, ça n'entre pas dans le champ d'application de la Convention, parce que si elle avait accepté la recevabilité, alors elle aurait dû regarder dans le fond et dire vraiment, est-ce que une ingérence sur TikTok qui concerne que la jeunesse, qui concerne que une proportion limitée de la Roumanie pendant quelques jours, est vraiment un motif suffisant, légitime, pour annuler des élections. Parce que c'est pas tout. Non seulement les élections ont été annulées, mais en plus, dans la foulée, comme on pouvait s'y attendre, Georgescu a été arrêté par la police. Il a été inculpé, et il a été inculpé de choses abominables, d'apologie de crimes de guerre, de toutes sortes de crimes. Et il est aussi obligé de se présenter régulièrement à la police. Il a interdiction d'utiliser les réseaux sociaux. Enfin, il est soumis à tout un tas d'abord d'infamie publique par l'arrestation, manu militari, et puis ensuite maintenant par. Donc vraiment, on a vu tout le système roumain agir de façon préventive pour le neutraliser, pour l'empêcher de faire campagne, de se représenter. Les élections qui ont eu lieu donc au mois de novembre maintenant vont de nouveau être organisées pour le mois de mai prochain. Et entre-temps, donc la Cour européenne des droits de l'homme a dit il n'y a rien à voir, il n'y a pas eu on ne peut pas juger. Elle n'a pas dit qu'il n'y a pas eu de violation des élections libres en Roumanie. Elle a dit cela ne nous regarde pas. En fait, ce qui compte très simplement, c'est que au mois de mai, il y ait de nouvelles élections et que cette fois-ci, ce soit le candidat pressenti, pro-européen, pressenti, qui soit élu. Et donc on fait revoter les Roumains. Parce qu'ils ont mal voté. On condamne, on porte atteinte à la réputation de l'autre. C'est vrai que le candidat Georgescu est un peu loufoque dans ses prises de position. Et je ne prétends pas le soutenir, etc. Je ne le connais pas spécialement. Ce que je constate, c'est que là, vraiment, l'Union européenne et la Cour laissent faire. Oui. Il y a des intérêts stratégiques européens qui sont beaucoup plus importants que le respect du vote en Roumanie. Et donc, on prend les moyens dont on dispose maintenant pour
empêcher qu'il y ait un président, un chef d'État, en plus dans l'Union européenne, qui soit aligné avec les positions de Trump et aussi avec celle de Poutine. En tout cas, ce que je retiens, c'est que finalement, les États peuvent tricher ou accepter ou sanctionner, faire un peu n'importe quoi pendant les élections présidentielles. La Cour a dit qu'elle ne s'en occuperait pas. Oui. La Convention protège que les élections législatives, finalement. Alors, elle a dit ça dans cette affaire, mais soyez garantis qu'elle dira le contraire dans une autre affaire, si ce sont d'autres intérêts qui sont en cause, parce que là, c'est une décision avec 3 juges, donc c'est une décision d'assez bas niveau, mais s'il se peut très bien qu'à l'avenir, elle rassemble 7 juges, donc une chambre plus grande, et qu'elle prenne une position différente, ce ne serait pas du tout inconcevable, et j'espère en fait d'ailleurs que la Cour européenne va garantir le droit des élections libres, y compris pour les élections présidentielles. Ce serait quand même la moindre des choses. Normalement, il faut se souvenir qu'en 1950, d'abord, il y a des monarchies en Europe. Donc on peut comprendre qu'effectivement, tout ne soit pas soumis à des élections, mais le Parlement en particulier. En France, d'ailleurs, il n'y avait pas en 1950 d'élection présidentielle au suffrage universel. Donc on peut très bien comprendre qu'il y ait cette garantie pour le corps législatif, mais que la Cour ensuite, ce que la Cour aurait dû faire, c'est qu'elle aurait dû dire, dès lors que vous organisez au suffrage universel des élections présidentielles, alors évidemment, celles-ci aussi doivent respecter les normes élémentaires que l'on exige pour le vote pour les élections législatives. Ça, c'est vraiment l'interprétation habituelle de la Cour. Et quand on repense à l'exemple américain, où la Cour suprême américaine, en 2020, avait aussi finalement refusé de se prononcer sur les accusations de fraude. Justement, là, à l'époque, il était interdit de soupçonner qu'il y ait de la fraude. C'était sûr que non. Là, on a des soupçons de TikTok et d'ingérence russe, c'est sûr, c'est validé. Voilà. Et donc, les cours sont assez prudentes. Est-ce que ça vous surprend aujourd'hui que la Cour européenne, ce 6 mars, ait rejeté le recours du candidat éliminé? Enfin, élu, cher Christophe, il faut comprendre que la Cour européenne des droits de l'homme est un organe politique et non strictement juridictionnel. La Cour européenne des droits de l'homme est un organe juridictionnel quand il s'agit des affaires courantes. Ça veut dire droit des prisonniers, droit des détenus, toutes les affaires, 95% des affaires, c'est du droit, c'est de la justice. Mais ensuite, vous avez des affaires spéciales. Les affaires interétatiques entre la Crimée, la Russie, l'Ukraine, etc. Et cette affaire-là, c'est une affaire spéciale. Est-ce que vous imaginez vraiment que la Cour européenne des droits de l'homme donne raison à Georgescu, ça veut dire à un candidat qualifié de pro-russe, pour lui permettre de revenir en selle, pour se présenter aux élections du mois de mai, et faire courir le risque à l'Union européenne d'avoir un chef d'État pro-russe à partir du mois de juin? C'est absolument impossible. Donc, il y a parfois des impératifs politiques stratégiques qui priment complètement le respect strict de la lettre. C'est déjà arrivé précédemment. La Cour européenne a déjà accepté la même chose s'agissant de la Turquie. En 2003, la Cour a pris un jugement qui s'appelle donc Parti de la prospérité contre Turquie, et elle avait accepté aussi l'annulation d'un parti qui avait gagné les élections parce que ce parti était islamiste. La Turquie de l'époque, qui à l'époque était beaucoup plus laïque qu'aujourd'hui, avait annulé le parti, et au nom du respect des valeurs donc, de la Turquie, laïque, etc. Et la Cour de Strasbourg a validé cela au motif que le programme politique de ce parti, qui voulait appliquer la charia en Turquie, était incompatible avec les valeurs de la Turquie et par extension du Conseil de l'Europe. Donc ce n'est pas la première fois qu'il y a une telle décision. Il faut comprendre que pour le Conseil de l'Europe, le suffrage universel n'est pas le dernier mot. C'est pas le dernier mot. On est, nous, élevés un petit peu avec cette idée que nous vivons, comme c'est marqué dans la Constitution française, que le pouvoir est par le peuple et pour le peuple. Eh bien non. En fait, il y a d'autres valeurs qui sont concurrentes au suffrage, qui sont des valeurs d'état de droit, alors la Cour fait la liste, le Conseil de l'Europe fait la liste, de pluralisme, de tolérance, etc., et qui priment. Et d'ailleurs, la Cour européenne a déjà dit, je vais vous donner une petite citation, par exemple, elle a déjà dit, c'est ancien, en 99, que la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l'opinion d'une majorité. Donc, en fait, la démocratie, c'est pas
la majorité, parce que la démocratie, c'est un ensemble de valeurs. La majorité peut être dangereuse. On sait dans l'histoire, n'est-ce pas, que, toujours la fameuse référence à l'Allemagne, l'Allemagne a porté au pouvoir un dirigeant effectivement condamné et condamnable extrêmement. De la même manière, aujourd'hui, on pourrait dire les États-Unis ont porté au pouvoir M. Trump. Oui. Et donc, non, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie de la majorité. Et de même, la Commission de Venise, qui est le grand organe européen sur les questions du droit constitutionnel, a déclaré, je cite, « La démocratie implique l'association de la population aux décisions. » L'association. Ça veut dire que ce n'est pas la population qui décide, elle est associée aux décisions. Mais très clairement, je pense que c'est une vision en fait, politique assez réaliste que de dire en fait, la démocratie a des limites. Il y a des principes, il y a des valeurs, il y a des enjeux stratégiques. Et cela est très clairement le cas lorsque le pays en cause fait partie d'un ensemble supranational comme l'Union européenne. L'Union européenne a ses priorités. Il est hors de question qu'un pays assez faible, comme la Roumanie, parlons encore, ou la Turquie ou d'autres, prennent des positions qui aillent contre. Donc on ferme les yeux, on laisse faire, et on attend que ça se passe. On en parlait encore aujourd'hui avec un diplomate auprès du Conseil de l'Europe, et puis pareil la semaine dernière avec un autre. On leur demandait, mais que pensez-vous alors de ce qui se passe en Roumanie? Vous, le CLJ, vous leur avez demandé? Oui, nous, à l'ECLJ, qu'est-ce qu'on dit au Conseil de l'Europe? Qu'est-ce qui se dit au sein des ambassadeurs? Et il m'a répondu, ah oui. On n'en parle pas. On sait que c'est contraire à toutes les règles. On sait que c'est pas bien sérieux. Mais en fait, il faut juste attendre le mois de juin, que les nouvelles élections aient eu lieu. Et ensuite, peut-être qu'on jugera dans 1 an ou dans 2 ans que M. Georgescu avait raison, que finalement, ce n'était pas si grave. Mais voilà, la pression politique sera retombée, la situation aura évolué. Et en tout cas, c'est quand même pour nous tous, je pense, une leçon sur le fait que le vote n'est pas du tout est important, évidemment, mais ce n'est pas le dernier mot. Je pense qu'en France, on est quand même vraiment aux premières loges pour le constater, puisque le dernier référendum qui a eu lieu, c'est celui sur la Constitution européenne. Oui. Et il avait été abondamment dit que les Français avaient mal voté. Depuis, ils n'ont plus été consultés, et on sent bien que Emmanuel Macron a de nouveau proposé l'idée de faire un référendum, mais bon, ça ne semble pas aboutir. Vraiment, ils ne veulent pas prendre le risque que le peuple vote mal. Et je voulais justement vous demander, en Europe, par rapport à ce précédent de la Cour, est-ce que ce n'est pas un petit peu inquiétant? Parce que dans son allocution télévisée donc du 5 mars, Emmanuel Macron a clairement accusé non seulement la Russie de manipuler les élections en Roumanie, mais aussi en Moldavie. Au Conseil de l'Europe, ils ont regretté le climat dans lequel s'étaient déroulées les élections en Géorgie aussi. Donc, c'est des pays dont les résultats ne plaisent pas à la ligne pro-Union européenne, libérale habituelle. Et on sent que vraiment, il y a une pression pour annuler ces élections. Oui. Emmanuel Macron a quand même nommé un fidèle au Conseil constitutionnel. Oui. Est-ce que c'est vraiment des signes inquiétants? Oui, en fait, ce sont des signes qui montrent bien que nous sommes dans un contexte de conflit majeur. Et dans ce contexte, l'une des questions centrales est de savoir de quel côté vont basculer les pays des Balkans, et par extension la Bulgarie, la Roumanie. Parce que ces pays sont des pays qui ont une culture slave, pour la plupart. C'est des pays de religion orthodoxe, donc ils sont culturellement proches de la Russie, et qui regardent vers Moscou, qui ont, surtout les conservateurs dans ces pays regardent vers Moscou, tandis que les libéraux regardent vers Bruxelles. Et donc il y a un bras de fer, enfin voilà, chacun essaye d'amener à lui ces pays. Et les élections sont des moments critiques, parce que le pays peut basculer d'un côté ou de l'autre. Alors il y a un investissement massif qui a eu lieu à l'époque sous Biden, de la part des Américains, justement, avec le fameux USAID et autres, et puis les fondations, Open Society, présents en Bulgarie, présents en Roumanie, en Albanie, pour essayer de tenir ces pays, de les faire basculer du côté libéral, par l'influence dans la presse, l'influence dans la politique, l'influence dans les juridictions, et puis en face, la Russie qui essaie de faire aussi, de tirer les pays à elle. Et encore une fois, une confidence, je demandais à un ami aussi, un ancien juge de la Cour, je disais, mais à quoi sert la Cour aujourd'hui européenne des droits de l'homme, à quoi elle sert finalement? Parce que quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce que c'est si important? Il m'a dit, Grigor, c'est important parce qu'aujourd'hui, elle sert principalement de courroie de transmission et de levier de l'Europe occidentale sur l'Europe
centrale, et en particulier sur les Balkans. Le grand jeu maintenant, c'est de savoir de quel côté va tomber les Balkans. Et dites-vous bien que ce n'est pas du tout la question du respect du vote des Roumains qui va être déterminant dans ce grand jeu-là. C'est effectivement ces enjeux stratégiques majeurs, Roumanie, Bulgarie, Macédoine, tous ces pays de culture slave, de religion orthodoxe, qui hésitent entre l'Occident et la Russie. Et avec la tension internationale autour de l'Ukraine, ça ne fait qu'accentuer tout ce que vous dites. Merci beaucoup, Gregor Pupink. Merci, Christophe.